il y en a marre, il faut qu'on parle. Je suis certain que tu as pu regarder pas mal de tutos, de vidéos sur YouTube qui te disent que le meilleur exercice pour réussir la planche sont les planches press, les planches push-up, que c'est comme ça qu'ils ont réussi à le débloquer. Le front lever, c'est la même chose, front lever press, front lever pull-up, voire même des combos, des tentatives, des lean-up, etc. On va sûrement te dire qu'à partir du moment où tu vas incorporer ces exercices, ta progression va exploser, elle va enfin démarrer et que travailler avec du statique, tu as freiné pendant toutes ces années. Malheureusement, je ne suis pas vraiment d'accord avec l'usage de ces exercices, de ces progressions dynamiques. Ils ne seront pas pertinents la plupart du temps et d'autant plus si on est un athlète hybride. On va considérer pour cela plusieurs points. Donc les demandes qu'une figure a besoin, donc les demandes pour réussir une figure statique comme la planche ou le front lever, la barrière d'accès à ces progressions, à ces exercices dynamiques et peut-être une meilleure alternative. Pour réussir une figure, qu'est-ce que nous avons besoin? Pour considérer une figure comme réussie, on va souvent la considérer si on est capable de la maintenir 3 secondes ou plus avec les critères de la forme. Des critères non négociables comme l'alignement, les bras tendus, l'amplitude et d'autres critères où l'on pourrait être un peu plus flexible sur certaines activations, par exemple la protraction, le posterieur projectile, etc. Souvent, ce manque d'activation sera un maillon faible de la figure et nous bloquera peut-être dans notre progression vers celle-ci. Si on en revient à la spécificité, qu'est-ce qui sera le plus spécifique pour réussir un maintien de 3 secondes? Probablement un maintien de 3 secondes. Donc l'utilisation de courts maintiens isométriques sera en général peut-être plus pertinent que d'éventuelles progressions dynamiques pour maintenir une position. Maintenant, la spécificité a un spectre et peut-être que des maintiens plus longs ou des répétitions avec plus d'amplitude pourraient peut-être développer plus de force, voire même quelques basiques seraient aussi pertinents pour peut-être être plus spécifiques. Cela dépendra du contexte. En général, pour réussir une figure, on va distinguer 3 points: le conditionnement, la force spécifique et générale et l'hypertrophie. Pour la partie conditionnement, c'est simplement le fait de pratiquer la figure avec plus ou moins d'habitude, donc de se conditionner dessus. Apprendre à avoir par exemple les bras tendus, à tolérer une certaine charge d'entraînement, donc en termes de volume, d'intensité, avec les bras tendus, à respecter les critères de la position, à gérer la notion d'équilibre, à réaliser les bonnes activations, à avoir le bon angle. Cette partie peut se faire avec peu ou avec beaucoup de volume et elle peut se faire avec les progressions les plus faciles, donc planche ligne, front lever supporté, comme des progressions plus complexes, tuck, advanced tuck, et se fait en général assez bien avec des progressions isométriques, car c'est là où on va pouvoir passer le plus de temps dans la position en ayant potentiellement le plus de facilité à appliquer les consignes qu'on cherche à réaliser. Pour la force spécifique et la force générale, on peut d'abord essayer de les définir, même si elles s'entrechevauchent et qu'elles sont quand même pas mal reliées. On dira que la force spécifique, c'est la force qu'on sera capable d'appliquer sur des mouvements de skill, par exemple la planche, le front lever, la handstand push-ups, etc. Et que la force générale sera la force qu'on va pouvoir appliquer sur des mouvements de street lifting, des mouvements plus basiques, des pompes, du développé militaire, du squat bench deadlift, des mouvements un peu plus simples, moins spécifiques. Après, la force, même pour les mouvements plus simples, reste spécifique. Donc si on est spécialisé sur des mouvements simples, on sera quand même plus fort sur ces mouvements simples. Si on reprend la force spécifique, elle sera assez reliée à ce conditionnement qu'on a vu plus tôt, mais également à la force générale. Et pour la développer, peut-être que là, les progressions dynamiques auront justement plus de sens, à condition malheureusement d'être prêt pour celle-ci et de savoir les réaliser correctement. Et c'est ce qu'on va voir au point suivant, car il y a souvent un problème à ce niveau-là. Mais la force spécifique pourra aussi se développer avec les progressions isométriques et aussi avec la force générale. Et la force générale peut aussi se développer avec les progressions isométriques ou dynamiques. Mais peut-être que les exercices basiques, des exercices de street lifting par exemple, pourraient être plus efficaces car la range of motion sera peut-être plus polyvalente, la surcharge progressive sera peut-être plus simple et objectivable, le stimulus fatigue ratio sera peut-être plus intéressant et accessible. Et donc pourquoi ne pas construire sa force spécifique avec de la force générale, vu qu'elle se transfère plus ou moins l'une vers l'autre et surtout si on se conditionne déjà avec les progressions isométriques dans un premier temps. Pour la force générale, une question qu'on va pouvoir se poser est: est-ce que l'on a assez de force pour réussir tel ou tel mouvement et s'entraîner de manière spécifique dessus? C'est la notion de prérequis. T'entraîner de manière trop spécifique trop tôt si tu n'es pas assez fort risque d'être moins rentable. Mais vu qu'on a besoin d'un minimum de conditionnement, il peut être intéressant déjà
d'être un peu spécifique assez tôt, même si on n'est pas suffisamment fort. Pour te donner une idée de prérequis, par exemple, on sait que réaliser une traction à 50% de son poids du corps est quand même très intéressant pour pouvoir réussir un muscle-up strict. 60 à 70% pour le front lever, 70% et plus pour la one-arm pull-up. Le développé militaire à son poids de corps peut être intéressant pour la planche, le handstand push-ups, tout simplement parce que ça nous assure qu'on a des prime movers déjà bien développés et qu'on sait exprimer de la force. Et bien sûr, on peut aussi aller plus loin. Mais jusqu'à quel point est-on assez fort? Je pense qu'il n'y a pas spécialement de limite. Le sky is the limit. C'est juste que passé un stade, les gains en force générale sur ces mouvements deviennent plus complexes et nécessitent peut-être plus de spécificité, plus de ressources au détriment de la force spécifique qu'on aura besoin, qu'on cherchera à avoir pour les skills. Et donc cette force générale deviendrait de la force très spécifique pour ces mouvements et serait contre-productive à aller chercher. Donc une fois qu'on rencontre ces standards et que la progression commence à être plus complexe sur ces mouvements de base, on pourrait permettre de les limiter et de se concentrer davantage sur le développement de la force spécifique en gardant peut-être un peu cette force générale en maintenance. Un autre point clé qui va influencer à la fois notre conditionnement, notre force générale et la force spécifique est bien sûr l'hypertrophie. L'hypertrophie sera donc importante et certes les skills, la force vont la développer, mais peut-être moins que des exercices type de musculation par exemple, dans des rep range appropriés. On pourra donc se demander si on a suffisamment de deltoïdes, de biceps pour réussir notre planche, de dorsaux, de grand dorsal pour réussir son front lever, si notre composition corporelle est au point pour ça et que peut-être qu'utiliser justement ces mouvements spécifiques ne sera peut-être pas plus intéressant que d'utiliser des mouvements d'hypertrophie. Tu l'auras compris, pour réussir tes figures, donc tu auras besoin de réunir ces conditions, conditionnement, force, hypertrophie, elles sont toutes reliées, mais certains outils peuvent être plus appropriés pour les travailler et les progressions dynamiques ne sont peut-être pas forcément là-dedans. Parlons maintenant des barrières d'accès aux progressions dynamiques. Quand je vois certaines personnes, et moi le premier, après un tuto nous disant de faire des tuck push-up pour réussir la planche, ça donne très envie et on fonce pour y arriver. Un souci est que, il faut déjà au moins réussir une tuck planche très correcte, ce qui n'est déjà pas forcément simple. Ensuite, pour réussir une belle tuck planche push-up, par exemple descendre bien bas, maintenir la position, remonter le bassin, réussir à conserver sa protraction, à ne pas dégrader sa technique au fil des répétitions, pouvoir standardiser ça, ça risque de devenir très complexe. Donc il faudra soit être à un stade pas mal avancé au-dessus de la tuck planche, quasiment en straddle peut-être, et surtout si on veut accumuler suffisamment de répétitions pour avoir un minimum de volume d'entraînement, pour espérer développer potentiellement de la force ou de l'hypertrophie, avec un stimulus fatigue ratio qui sera peut-être un petit peu moins bon, il faut soit être super fort ou soit dégrader la technique. Et donc, si on accepte de dégrader la technique, il sera peut-être difficile de standardiser sa progression, sa position. Et donc, je remarque qu'en général, il faut quasiment être rendu donc, à la straddle planche pour réussir des tuck planche push-up correctes. Et donc, ça va être difficile de la considérer dans sa programmation. Même chose pour un advanced tuck front lever pull-up. Pour réussir à standardiser la répétition en ayant une bonne amplitude, donc en touchant la barre avec le bassin à accumuler suffisamment de répétitions de qualité, il faudra quasiment être rendu au front lever. Pour les autres variantes dynamiques comme les presses, ça sera parfois peut-être un peu plus accessible, mais le problème sera à peu près similaire. Ça veut dire qu'on doit déjà être relativement avancé sur les figures, donc déjà être un minimum conditionné, fort et musclé avec une bonne composition corporelle, ce qui demande déjà pas mal de conditions en plus. Donc je pense que si on n'est pas rendu à une progression suffisamment avancée sur les mouvements qu'on cherche à débloquer, straddle planche, front lever, il faudra peut-être considérer ces exercices dynamiques comme un travail très technique avec beaucoup de buffer, beaucoup de marge. Par exemple, en utilisant par exemple qu'une seule répétition d'une manière d'entrer dans la position, par exemple en to advanced tuck front lever, tuck to tuck planche, ou alors une régression L pull-up en x1, ou accepter alors de dégrader éventuellement la technique et de faire du bas de forme et confier sa progression au hasard. Et potentiellement aussi avoir un stimulus fatigue ratio toujours pas optimal. Pas de panique, il y a une solution. Donc voici une meilleure alternative. Au vu de ces barrières vues plus tôt, pourquoi ne pas considérer des mouvements de force, donc de street lifting, au lieu de ces exercices dynamiques? En effet, au vu de leur rendement pas toujours correct et de leurs barrières, également avoir des gros objectifs en street lifting peut être très intéressant, ça peut vraiment monter nos standards à un niveau très avancé, ce qui pourra aussi nous aider pour les skills, et ça peut être aussi intéressant pour pratiquer le street lifting aussi. Aussi, on aura une capacité de travail limitée, c'est-à-dire qu'on peut parfois tolérer une certaine charge d'entraînement, mais passer un seuil, les retours vont diminuer jusqu'à potentiellement être contre-productifs.
Mettons par exemple qu'on a droit à 20 séries de poussées par semaine. Si on doit déjà réaliser 8 séries d'une progression statique, 6 séries d'une progression de dips et quelques séries d'hypertrophie, on est déjà pas mal capé en termes de charge d'entraînement et donc peut-être moins de place pour une progression dynamique. Maintenant, dans le cas où l'on est déjà assez fort, assez musclé et qu'on peut accumuler plus de travail et où on veut être un petit peu plus spécifique vers les skills, donc ça réunit déjà pas mal de conditions. Là, je pense que les progressions dynamiques pourraient être intéressantes et donc on pourrait commencer à les intégrer avec par exemple une progression technique, donc peut-être une régression sur le mouvement, peut-être plus de volume pour potentiellement faire un peu d'hypertrophie plus spécifique. Là où je veux en venir avec l'utilisation des progressions dynamiques est que bien souvent, on n'en aura pas spécialement besoin car, comme on l'a vu plus tôt, il y a des outils parfois plus pertinents et que donc la plupart des personnes n'auront pas spécialement de problème à se rendre à la position finale, donc par exemple un front lever ou une straddle planche, en n'utilisant que des progressions statiques et des basiques, plus de l'accessoire, pour pouvoir devenir fort, se conditionner et voilà, être suffisamment musclé. Maintenant, il se peut qu'il y ait quelques cas de figure où on ait besoin justement de ces progressions dynamiques. Par exemple, pour passer le palier entre deux progressions, pour quelqu'un qui a un petit peu plus de difficultés là-dessus, éventuellement pour quelqu'un qui n'a pas du tout d'objectif en lesté et qui veut uniquement être spécialisé en skill. Pour résoudre certains problèmes, par exemple réussir à tendre les bras en front lever, démarrer d'en haut peut s'avérer utile, lever le bassin en planche, démarrer d'en bas peut s'avérer également utile, simplement pour le fun. Et pour quelqu'un d'avancé qui peut se permettre de construire de la force plus spécifique avec ça, car ses retours sur investissement avec les exos de base ou d'hypertrophie commencent à diminuer, et donc il pourra faire du volume avec des progressions, des régressions dynamiques. Si on souhaite les incorporer, comment pourrait-on le faire? Donc tout d'abord sur un jour tertiaire, par exemple entre deux journées principales, en back offset, donc après des progressions statiques, ou sur une progression statique pour la rendre plus difficile, donc on va justement utiliser une progression dynamique, ou alors à la place des exercices de street lifting si on a plus de volume à allouer à cela. Donc voici quelques cas de figure qui pourraient être pertinents pour pouvoir les incorporer. Je n'ai absolument rien contre les progressions dynamiques. Au contraire, je les trouve très agréables, très chouettes à travailler. D'expérience, pour des raisons citées dans cette vidéo, ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus intéressant, car on n'en a pas forcément besoin, car il faut être relativement avancé pour les travailler et que bien souvent, avoir des objectifs en streetlifting par exemple est très cool et peut-être plus rentable. Mais l'application peut quand même se faire très tôt en acceptant des downsides vus ici, si on préfère aussi ce style d'entraînement, ce qui est principal. Donc si on les intègre de manière très technique sur une régression ou si on accepte la plateforme ou si on est déjà très fort. C'était tout pour cette vidéo sur les progressions dynamiques et peut-être le fait d'utiliser le streetlifting. Donc si tu veux que je t'accompagne justement là-dedans, n'hésite pas à me contacter via les liens en bio et n'hésite pas à t'abonner et me faire ton retour, ton avis sur ce débat. Faut-il utiliser des progressions dynamiques ou non? Ça reste nuancé, mais je pense qu'il faut quand même réunir certaines conditions avant de pouvoir les implémenter. C'était Zero Dose Workout, salut!